Donc là, on va effectivement un peu s'éloigner. Par contre, j'arrive pas. Ah oui, ça y est. On va un peu s'éloigner du sujet précédent. Il faut que j'arrive à. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon. Donc, pour parler de. Ah si, je sais pourquoi, pardon. Vous parlez donc de l'étude que nous avons réalisée qui s'appelle ISAR, donc l'identification des zones à risque de putréfaction. Donc, c'est une étude donc, qui a été montée dans le cadre un peu différent de celui présenté tout à l'heure par Josette. C'est directement une étude portée par la MIR sur fond PIT. Elle a été lancée en juillet 2019. Elle concerne l'ensemble de la Bretagne. Il y avait eu un peu des hésitations, mais c'est vraiment l'ensemble du littoral breton qui a été analysé, qui consistait donc à analyser, à approfondir les connaissances sur les émanations de H2S en fonction des types de dépôts. Et elle fait suite à une première étude qu'on avait menée dans le cadre de ce qu'on appelait le GP5, donc pour les collectivités bretonnes et l'Agence de l'eau, en 2010. Je ne peux pas. Alors, pardon. J'ai plus accès. Ah si, ça y est. Pardon. Donc, l'étude de 2010, pour rappel, quand même, c'est donc une étude qui avait été lancée dans le cadre un peu particulier. On en a un petit peu parlé à l'instant, mais d'années très particulières, 2007, 2008, 2009, qui ont été des années de très forte prolifération, qui ont engendré des putréfactions très importantes. Alors, dans un contexte de flux important et de report d'une année sur l'autre, des proliférations qui étaient fortes. Ça a entraîné, alors en juillet 2008, des accidents avec notamment la mort de 2 chiens sur un tas d'algues à Ilion. En 2009, le fameux accident avec la mort du cheval et le coma de son cavalier. Donc, à la demande de l'État, cette même année, en 2009, l'INERIS a fait des mesures qui montraient qu'on pouvait avoir des teneurs qui étaient très élevées, jusqu'à 1000 ppm. Donc, c'est le seuil qu'on appelle le seuil de toxicité aiguë. Donc, en quelques inspirations, il y a un risque de décès si on respire le gaz à cette concentration-là. Rappelez aussi que le CEVA, donc depuis 2002, avait été porteur de suivi, donc avec des survols à cette période de l'année sur les principales baies bretonnes, et 3 ou 4 fois de façon un peu renforcée, on va dire, sur l'ensemble du littoral, de façon plus précise sur l'ensemble du littoral. On a, nous, au CEVA, quand on fait nos survols, on a systématiquement ensuite des contrôles de terrain. Donc, on va sur site, donc on connaît bien les estrans. Et puis, depuis septembre 2008, dans le cadre de, justement, suite à l'accident impliquant les 2 chiens retrouvés morts, le CEVA s'est équipé pour protéger les opérateurs CEVA de capteurs H2S pour qu'on puisse ne pas mettre en danger les personnels qui vont sur le terrain. Et ça nous a permis d'acquérir quelques informations sur des teneurs en H2S. Pour rappel aussi, il y avait un premier programme pour la DAS, donc la DAS 22, donc l'ancêtre de la RS 22, un programme en 2005 pour caractériser, une première caractérisation des dépôts. On avait bien mis en garde dans le rapport de 2010, et c'est un petit peu le cas aussi dans le rapport que je vais vous présenter, sur le fait qu'on ne peut pas prétendre complètement à l'exhaustivité par ce genre d'observation. Et puis aussi, une dernière précision, c'est que là, quand on parle de risque, on parle souvent du risque sanitaire. Alors, le risque sanitaire, c'est le croisement d'un danger et d'un usage, en l'occurrence du littoral. Et nous, on n'a pas du tout abordé cet aspect-là. Donc, on n'a travaillé que sur les risques d'émissions, donc les émissions qui sont potentiellement à un niveau élevé, mais non pas le risque sanitaire qui supposerait de croiser avec la fréquentation de ces milieux-là. Donc, l'étude de 2010, elle a permis de faire un rapport qui a été publié en juin 2011, avec notamment des atlas, avec notamment des atlas de cartes de la situation de ces années 2008-2011. Vous en avez une illustration ici. Maintenant, donc, pour ce qui est de l'objectif du projet ISAR en 2019, que nous avons monté en 2019, c'était donc tout d'abord de mieux caractériser le potentiel d'émission des gaz de différents types de dépôts qui avaient déjà été identifiés en 2010. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'on a identifié 4 types différents de dépôts qui sont à risque d'émanation élevé.
Mettre à jour les connaissances sur les localisations de ces zones de putréfaction, et puis enfin faire une analyse comparative de la situation 2008-2010 avec la situation plus actuelle, donc 2016-2018, pour mettre en évidence les éventuelles évolutions, et puis surtout pour croiser l'ensemble de ces données et repérer les zones qui sont avec les plus fortes occurrences de putréfaction. Donc, c'est simplement le petit encadré vous permet de rappeler que le fait d'avoir donc des zones qui sont très fréquemment avec des putréfactions, ça nous permet d'établir, de pré-signaler le fait que c'est à cet endroit-là que ça risque le plus de se produire. Mais pour autant, avec ce type d'études et avec les méthodes employées, bien sûr, on ne prétend pas à l'exhaustivité complète, puisque certaines zones peuvent être de quelques mètres carrés, donc non repérables sur les photos aériennes, et engendrer malgré tout des teneurs en H2S élevées. Et enfin, quand on fait un survol par mois, on peut louper des occasions qui sont des putréfactions très rapides qui peuvent intervenir en quelques jours dans des conditions favorables de putréfaction. Donc, en faisant des survols uniquement une fois par mois, on ne peut pas garantir l'exhaustivité. Donc, il faut bien garder ça en tête. Et ensuite, dernier aspect, c'est que la configuration du littoral peut, bien sûr, à la marge, un peu évoluer. C'est-à-dire qu'on a notamment des bancs de sable qui peuvent se constituer, on a des filières qui peuvent se surcreuser ou au contraire se combler le littoral. Et donc, on peut avoir des zones qui deviennent plus favorables qu'elles ne l'étaient dans le passé. Donc, l'analyse du passé ne garantit pas complètement que les phénomènes se reproduiront exactement au même endroit dans le futur. Donc là, c'était juste pour illustrer, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais juste pour illustrer le fait que dans certains cas, vous voyez là les algues elles-mêmes, hein, donc c'est quelques dizaines de centimètres, et on a très localement une petite zone avec des putréfactions, on prenez bien les figures. Donc ça, bien sûr, en aérien, on n'est pas tout à fait sûr de le percevoir systématiquement. Alors, au niveau de la méthode employée, ce qu'on avait tout d'abord défini, donc, ce qu'on a tenté de bien caractériser, c'est les 4 types de dépôts qui avaient été analysés en 2010. On est reparti sur la même typologie. Et on a, contrairement à 2010, essayé de standardiser. Alors, j'ai marqué plus ou moins standardiser les mesures parce qu'en réalité, on ne peut jamais complètement standardiser. Alors, le premier paramètre qui va beaucoup jouer sur les mesures, sur les teneurs qu'on va mesurer, c'est le vent. Quand on a 40 km/h de vent, on a beau faire, on va avoir une dispersion très rapide des gaz et du coup, on aura des teneurs inférieures. La température de l'air joue beaucoup aussi sur les phénomènes de putréfaction. L'ensoleillement aussi, puisqu'il va jouer sur la température du sédiment. La durée d'immersion va beaucoup jouer. Alors, si on passe 5 heures après que le dépôt ait été découvert par la marée, on aura plus de chances d'avoir des putréfactions si on passe juste une heure après. Et enfin, d'autres conditions locales, et notamment le fait que certaines zones restent très saturées en eau, pas favorable à des émissions fortes en H2S. Alors, ce qu'on a néanmoins fait, c'est qu'on a systématiquement, quand on arrivait sur un dépôt qu'on repérait en aérien comme étant en putréfaction, donc systématiquement, on a pris une mesure dans l'air ambiant à proximité du dépôt, donc à 1,50 m de hauteur. Alors, l'objectif, c'est de représenter une exposition potentielle d'un promeneur qui passerait à proximité. Hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment non pas sur le dépôt immédiat, mais à quelques mètres ou quelques. Enfin, on est à 1,50 m, on n'est pas à 4 pattes. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a le petit dispositif que vous voyez, c'est on va dire un seau dont on a enlevé le fond qui permet de limiter un petit peu l'impact du vent, et puis avec un support qui est à 10 cm du sol, donc on se fait très près du sol pour essayer de maximiser les teneurs en H2S qui seraient mesurées. Alors là, c'est une façon un peu de standardiser, de limiter un peu l'impact du vent. Donc là, on ne brasse pas le dépôt et on simule l'exposition potentielle d'un animal ou d'une personne qui serait à proximité. La truffe au ras du sol ou alors un enfant qui serait au ras du sol, par exemple à 4 pattes, en train de chercher un ballon dans le dépôt, alors sans le brasser, mais pas très loin. Et enfin, le troisième, c'est bien sûr le cas le plus problématique. On a le même dispositif et là, on vient brasser le dépôt ou le sédiment avec notre capteur qui est à 10 cm également. Alors là, on va avoir, bien sûr, on mesure la situation la plus défavorable et qui est la situation dans laquelle on a eu des accidents dans le passé. Hein, c'est-à-dire que c'est un animal, donc par exemple les chiens en 2008, qui vient brasser, qui vient remuer un dépôt, qui vient donc
potentiellement soulever des poches qui se sont constituées en dessous. Ça peut être aussi un enfant qui brasse le dépôt et ça peut être aussi des ramasseurs d'algues qui viennent pelleter des algues en putréfaction ou le sédiment lui-même. Donc là, c'est les teneurs, on va se mettre vraiment dans ces situations les pires. Ensuite, en termes de méthode, ce qu'on a fait pour passer de ces mesures ponctuelles à une analyse sur l'ensemble du littoral, c'est qu'on fait des photo-interprétations sur ces zones en putréfaction. Alors, pour l'étude ISAR, on a choisi 5 dates parmi les 4 dernières années, 2016-2019. Donc, vous avez ici le report des dates qui ont été choisies. Donc, l'année 2019, on a fait juillet et septembre. Et puis les autres années, c'était que juillet. Alors à chaque fois, on se met dans des situations où on choisit volontairement les inventaires sur lesquels on a manifestement le plus de situations en putréfaction. Donc on a bien sûr une vue qui est un peu maximisante, hein, parce que l'objectif, c'est bien de voir les zones qui sont les plus sensibles à ces phénomènes. Les digitalisations, on les réalise à des échelles qui sont comprises entre le millième et le 2500e sur les 4 types de dépôts définis en 2010. Pour ce qui est ensuite des sorties qu'on a pu faire, donc on a compilé donc, toutes les données sur 2008, 2010 et 2016-2018 pour calculer des inventaires sur les 9 mesures qui ont été réalisées, donc les 9 digitalisations qui ont été réalisées. En termes de méthode, donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée des mailles de 25 mètres de côté et on calcule le nombre de fois que la maille est concernée. Alors on intègre le pourcentage de couverture dans la maille. Et en gros, on regarde à travers un maillage du territoire de 25 mètres par 25 mètres et on regarde combien de fois on avait déterminé cette zone comme étant touchée d'après les digitalisations qu'on a réalisées. Ça nous permet de distinguer les zones qui sont vraiment souvent touchées. Mais bien évidemment, hein, je le rappelle ici, c'est une vue qui est maximisante puisqu'on a choisi volontairement, et c'est plus intelligent de le faire comme ça, hein. On aurait pu faire le choix de prendre systématiquement le survol d'avril et on n'aurait quasiment rien eu à digitaliser. Et là, on s'est exprès focalisé sur les inventaires sur lesquels on avait a priori des situations de putréfaction. Donc, on est bien dans une situation de maximisation de ce phénomène de putréfaction puisque c'était l'objet de l'étude. On a également proposé de faire une synthèse donc, interannuelle des dépôts d'algues vertes sur le littoral. Mais alors là, j'ai bien remis fraîche, c'est-à-dire que là, pour le coup, on prend toutes nos digitalisations qu'on réalise à chaque survol et puis on va regarder là où il y a souvent des phénomènes de dépôts d'algues sans parler de la putréfaction de ces dépôts. Donc, en termes de méthodologie, pour ces cartes, hein, puisque ces différentes approches permettent d'avoir des atlas, hein, que je vais vous présenter par la suite. Donc, on a des dépôts qui ont été tracés d'après les inventaires qui concernent l'ensemble du littoral, c'est-à-dire en mai, juillet, septembre de chaque année, de 2010 à 2018, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore 2019 quand on a lancé ces traitements. 2019 n'était pas encore validé. L'analyse, cette fois, porte sur des mailles de 75 mètres de côté, parce que c'est des questions de temps de traitement, puisqu'on a beaucoup plus de surface concernée. Avec des zones donc, qui sont déterminées sans parler de la putréfaction. C'est le plus souvent des algues fraîches qui sont tracées sur ces suivis. En termes de résultats donc, de ces études, les 4 types de dépôts putréfiants que nous avons identifiés. Donc, vous voyez ici en haut à gauche, le premier type, c'est des dépôts encroutés d'algues vertes qui blanchissent sur le dessus et puis on va avoir une sorte de putréfaction à l'intérieur du tas. C'est le cas dont on parlait le plus il y a quelques années. On parlait même quasiment que de celui-là pour être un peu pédagogique. Hein. Les médias ne reprenaient quasiment que ce type. Sylvain, je veux juste, en tant que maître du temps, te dire que voilà, il reste 5 minutes, mais c'est toi, tu gères avec. Ouais, je gère, t'en fais pas, sois pas stressé. Non, mais il ne faut pas trop déborder. Non, je pense que ça ira. Donc, je vais accélérer. Alors, je vais parler vite. Le type 2, c'est des dépôts qui sont avec surtout des algues vertes et souvent un mélange intime avec le sédiment. Et on voit que c'est le sédiment lui-même qui entre en putréfaction. Le type 3, c'est vraiment le cas des vasières où on va avoir quelquefois des dépôts très limités, quelquefois des dépôts très étendus. Et puis le type 4, on a mis en fait 2 types de dépôts. Alors, soit des dépôts d'algues brunes et rouges, parce que ça existe aussi. On peut avoir quelquefois des dépôts massifs d'algues brunes et rouges, ou alors quelquefois des secteurs sur lesquels on ne voit même pas d'algues. On voit du sédiment qui semble nu, mais en fait, il est tout gris et putréfié.
souvent, c'est parce qu'il y a un passé avec beaucoup d'algues qui ont été présentes et donc le sédiment s'est enrichi. Alors, les résultats en termes de mesures, tout d'abord, alors là, on a en plus des 4 types qu'on vient de vous présenter, je vous présente le type 0 parce qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, le type 0, c'est le type d'algues fraîches, c'est-à-dire que quand on se promène sur l'estran, on a fait plein de mesures, que ce soit sur les estrans sableux ou sur les vasières. Vous pouvez brasser les dépôts, vous pouvez brasser le sédiment, on trouve 0, 0, 0. Donc, il n'y a pas d'émission du tout sur ce genre de type d'algues fraîches. Et ensuite, quand on parle des dépôts donc, problématiques de putréfaction, donc sur les dépôts de type 1, donc en croûté, on va avoir en général une croûte blanche en surface. On va avoir des surfaces, la surface totale dans ce qu'on a mesuré sur 2016-2019, c'est entre 0,1 et 3% du total de ce qui avait été mesuré. Donc c'est entre guillemets marginal, hein, c'est plutôt sur le haut des strands, des zones en bande, donc pas des grandes surfaces. Avec à chaque fois des teneurs dans l'air ambiant qui sont inférieures à 5 ppm, donc plutôt modestes. Alors bien sûr, on ne peut pas être sûr que ce sera jamais plus élevé, mais on a en général ce genre de gamme. Par contre, quand on brasse, et je ne vais pas vous le répéter, c'est le cas pour tous les types de dépôts, quand on va vraiment chercher, quand on brasse ce genre de dépôt et qu'on isole un peu du vent, dans certaines conditions, on va monter à des teneurs au-delà de 500 ppm, qui est le maximum de nos capteurs, donc des teneurs qui sont vraiment très dangereuses si on les respire à cette concentration. En effet, tu peux peut-être moins détailler les types pour… Voilà, donc le type 2, type 3, type 4, mais donc vous aurez des illustrations dans le rapport, hein, puisque le rapport est en ligne. Donc, à chaque fois, ce qu'on a, et vous aurez dans le rapport, il y a 120 fiches qui ont été réalisées, qui reprennent à chaque fois les mesures qui ont été faites, avec les valeurs qui sont relevées, et puis un petit peu une contextualisation. Les 120 mesures reportées sur la carte sont ici. Et puis, les 3 types de cartes donc, que ça donne, donc une illustration sur le secteur du Finistère Nord. Vous voyez les taux de couverture pluriannuels. Donc là, c'est des algues fraîches, hein. On voit bien la baie de Morlaix, par exemple, qui va avoir des taux importants parce qu'on ne regarde qu'au maximum de l'année. Donc vous savez comme ça où sont repérées les algues vertes lors de ces inventaires. Et puis ensuite, pour ce qui est des aspects de putréfaction, donc les photo-interprétations qu'on en a fait, là, l'exemple, c'est l'Est des Côtes d'Armor, où vous avez repéré sur les années 2016 à 2019 l'ensemble des zones qui ont été repérées avec au moins une fois une putréfaction. Donc ça vous permet de le localiser à l'échelle de la carte. Donc vous avez ici les emprises des 16 secteurs qui ont été analysés. Et le dernier jeu de cartes, c'est donc sur les mêmes emprises. Ça va être, on a repris donc 2008 jusqu'à 2019 pour toutes les dates sur lesquelles on a fait des mesures de putréfaction, enfin des repérages, des digitalisations de putréfaction. Et on a regardé sur les 9 fois qu'on a digitalisé des dépôts, combien de fois on a eu des putréfactions repérées sur nos mailles de 25 mètres par 25 mètres. Donc ça nous permet de savoir où est-ce qu'on a fréquemment ou rarement des dépôts putréfiants qui sont repérés sur le littoral. Et maintenant, je crois que ça va être ma dernière ou l'avant-dernière diapositive. Donc, en termes de superficie totale qui ont été mesurées, vous avez ici le camembert qui représente les différents types de dépôts. Donc, à 54%, c'est le type 3, c'est-à-dire le type de putréfaction sur des zones de vasières. En moyenne, à 2%, le type 1, donc les dépôts encroutés, puis les 2 autres se partagent le reste. Au total, ça fait une superficie moyenne sur l'inventaire de juillet qui est donc sur 2016-2019 d'environ 200 hectares. Donc 200 hectares, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour rappel, je crois que je l'ai mis à la fin. Donc 200 hectares, ça fait à peu près 0,3% de la zone estran bretonne. Donc c'est à la fois beaucoup, 200 hectares, hein, quand on regarde par rapport à un terrain de foot. Ça fait des surfaces qui ne sont pas négligeables, mais quand on regarde par rapport à l'ensemble de l'estran, donc c'est 82 000 hectares qu'on repère sur l'ensemble de la zone de balancement des marées. Donc c'est une petite frange. Oui, dernière information sur l'étude 2008-2010. Alors, on ne peut pas complètement comparer les données de ces 2 inventaires parce que les méthodologies, enfin, je pourrais détailler plus cet après-midi, mais ne sont pas tout à fait comparables. Mais on peut au moins noter que les types 1 étaient beaucoup plus importants à cette époque que ce qu'on a maintenant. Donc, ça peut être lié à une qualité accrue du ramassage.
Enfin, dans les perspectives, donc tout d'abord, c'est des données qui sont directement utilisables par les acteurs publics. Alors, pour d'abord informer le public, donc le rapport a été mis en ligne sur notre site. Je vous ai reporté le lien ici. Et puis ensuite, il y a une campagne d'affichage devant les secteurs qui sont concernés par ces dépôts, puisque maintenant on les connaît, avec des panneaux qui vont être mis aux abords de ces secteurs et renvoient sur ces panneaux à l'étude complète. Pour cette étude, donc elle n'est pas totalement terminée, puisqu'il était prévu dans le marché, dans la commande, une étude donc, sur l'année 2019 avec une mise à jour 2020, 21 et 22. Donc, où on va continuer à faire des mesures sur les sites, c'est-à-dire qu'on va faire des mesures de terrain et on va, sur ces 3 années supplémentaires, faire des digitalisations sur le maximum de l'année, sur les situations de putréfaction maximale, sur ces 3 années additionnelles, ce qui nous permettra d'avoir un jeu plus complet et plus exhaustif sur 2016-2022 des situations de putréfaction. Voilà, Josette, j'espère que je n'ai pas été trop long.